Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à Conscience Historique, votre émission qui passe sur Télé 7, la télévision républicaine, la télévision des patriotes. Aujourd'hui, notre émission va porter sur Conscience Historique, justement, et mes interlocuteurs sont au nombre de deux. À ma droite, le professeur Benjamin Ntoto. À ma droite, Ntoto Benjamin. Il est de nationalité camerounaise. Il est professeur émérite, doyen honoraire de la faculté des sciences et technologies de l'université de Montagne à Bangaté. Bangaté, c'est une localité à 250 km de Douala. Et cette faculté regroupe le génie biomédical, le génie informatique et télécommunications. Je dois ajouter qu'en plus de sa qualité de professeur, d'enseignant, il est notable dans son pays depuis 2005 et il est aussi président international du CERVA. À ma gauche, le professeur Masson Sawa Massonsa, il est directeur général du CERVA RDC, il est expert consultant en matière de transport et nos téléspectateurs le connaissent puisqu'il a animé avec moi déjà deux autres émissions sur Cheikh Anta Diop et sur le respect de la femme. Messieurs les professeurs, bonsoir. Bonsoir. Alors ma première question va s'adresser au professeur Ntoto. Quel bon vent vous amène en RDC? Je pense que c'est la 7e fois que vous venez à Kinshasa. Quel bon vent vous amène cette fois-ci? C'est l'amour de ce pays, de la République démocratique du Congo d'abord, parce que dans mon carré colonial du Cameroun, je suis un Bakoko de Bonamateke. C'est dommage que les couleurs de la caméra n'aient pas permis de voir la chemise que je porte, qui porte tous les emblèmes de ma société globale. Et chez nous, on nous appelle les Bakoko de Bonamateke. Or, je suis un Mouteke, que j'aille du côté de Foa, je trouverai... Foa, c'est-à-dire Brazzaville? C'est-à-dire Brazzaville. Moi, c'est un terme qui ne me plaît pas beaucoup, parce que ce n'est pas la terre de Brazza, oui. C'est notre terre. Et je trouverai mes frères Bateke qui sont là-bas, que je sois de ce côté de la RDC, je trouverai mes frères Bateke qui sont là, même au Rwanda, même au Nigeria. J'ai fait des voyages à travers l'Afrique jusqu'au Burkina Faso. J'ai retrouvé les traces de certains de mes aïeux. Ce qui veut dire que dans mes caractères génétiques, mon ADN et tout, si on se met à fouiller, on pourrait trouver l'itinéraire que mes ancêtres ont suivi depuis le départ de la vallée du Nil jusqu'à ma fixation sur cette terre qu'on appelle aujourd'hui la terre des crevettes, c'est-à-dire le Cameroun, Rio dos Camaroes, qui a donné le nom de Cameroun. Le Cameroun, donc c'est voilà. Pour la 7e fois que vous êtes ici à Kinshasa. Voilà. Alors, professeur Massonsa, vous êtes directeur général du CERVA RDC. Quels sont les objectifs du CERVA? Et d'abord, CERVA, qu'est-ce que ça veut dire? CERVA, merci beaucoup pour la question. Le CERVA, c'est le Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines. Il ne s'agit pas d'une compréhension de centre au sens académique du terme. Il s'agit du cœur, le cœur où l'on étudie, l'endroit où l'on étudie effectivement toutes les valeurs africaines. Alors, le CERVA a pour objectif d'inventorier, si vous voulez, toutes les expressions spécifiques de la vie africaine, jusqu'à porter notre regard sur les aspects les plus marginalisés qui se trouvent dans nos villages, dans nos forêts, dans nos campagnes, de manière à pouvoir acquérir les connaissances ancestrales pour répondre aux défis culturels, technologiques, scientifiques, politiques, économiques de notre temps. Voilà en résumé les objectifs du CERVA. Professeur Ntoto, quelles sont les valeurs africaines? Est-ce qu'on peut tenter d'en faire un inventaire ou de faire un peu le point sur ces valeurs africaines? Merci. Je voudrais dire d'abord, c'est vrai que nous appelons les valeurs africaines, mais ces valeurs sont avant tout universelles.
mais chaque peuple, selon son environnement, les vit à sa manière. Ce qui veut dire que la pratique de la justice en Afrique n'est pas forcément la pratique de la justice en Europe. La pratique de l'amour ou de la solidarité en Afrique n'est pas forcément la même pratique en Angleterre ou aux États-Unis ou en Chine. Donc, chaque peuple vit ses valeurs universelles à sa manière. C'est pour ça que nous les avons identifiées sous le vocable des valeurs africaines. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a d'abord notre religiosité, notre façon d'adorer le Créateur. Et tel que nous l'avons connu depuis la nuit des temps, nous l'avons appelé Amon-Ra-Ta. Amon-Ra-Ta, ce qui explique que le nom de notre pays, c'est Atkapta, c'est-à-dire le deuxième cœur de Ptah. Le premier cœur de Ptah se trouve où? Il se trouve dans le continent qui a été englouti par le grand cataclysme il y a environ 14 000 ans et que Platon a déformé sous le nom de l'Atlantide. Mais nous, dans nos recherches, nous avons trouvé que ça s'appelle Aha-Men-Ta, c'est-à-dire le fils aîné de Ptah. Et lorsque ce grand cataclysme est arrivé, Ptah nous a prédit qu'il nous enverrait sur une terre promise. Cette terre promise n'était autre endroit que la vallée du Nil. Et c'est ainsi qu'on a appelé donc notre continent actuel Atkapta, c'est-à-dire le deuxième cœur de Ptah. Et ce Atkapta a été déformé par les Grecs puisque c'est la spécialité de nos amis européens. Tout ce qu'ils trouvent chez nous, ils sont pressés de transformer le nom. Parce qu'à travers le nom, c'est une énergie, c'est une connexion qui vous met en rapport direct avec votre passé millénaire. Donc quand ils arrivent, ils déforment le nom, immédiatement, vous êtes déconnecté de votre source et vous ne savez plus où vous êtes. Donc Atkapta est devenu, par déformation des Grecs, Aegyptos. Et ce Aegyptos, quand les Français arrivent, ils appellent ça Égypte. Or, aujourd'hui, quand on prononce le mot Égypte, on a l'impression que c'est la République arabe unie qui se trouve au Caire, qui a pour capitale le Caire, mais c'est l'ensemble de notre pays qui s'appelait ou qui s'appelle Atkapta. Voilà. Donc, c'est aussi une valeur. Donc, la valeur de chercher à savoir d'où on vient, qui on est et où on va, c'est une valeur fondamentale. Ensuite vient la justice, la Mat. Nous avons notre déesse que les Africains ne connaissent plus, la Mat, qui est la parole du Créateur. Car Dieu ne peut pas dire quelque chose qui puisse être faux. Donc, chaque fois que le Créateur veut s'exprimer, il s'exprime à travers la déesse Mat. Donc, c'est un éther, les Nétchers, que nous appelons dans l'Égypte antique, et ce sont ces Nétchers qui sont l'expression de notre Dieu, notre Créateur. Bon, il y a donc la justice, la vérité et la justice qui est incarnée par la déesse Mat. Et ça, ce sont des valeurs africaines fondamentales que nous avons perdues. Vous avez la solidarité. La solidarité, telle que nous l'avons vécue même dans notre enfance, notre tendre enfance, un enfant ne mangeait pas uniquement dans le zikou de sa mère. Toute la concession était le chez lui. Partout, il était chez lui. Cette solidarité, et l'enfant était l'enfant de tout le village et non pas l'enfant d'un individu. Donc, notre solidarité se manifestait sous plusieurs formes. Il y avait les cultures, des champs. Un individu ne peut pas cultiver un champ suffisamment grand pour nourrir beaucoup de personnes. Alors, les femmes, les hommes, tout le monde se mettait en groupe pour défricher une vaste surface. Les femmes venaient à leur tour, cultivaient tout, et celui qui bénéficiait de ce champ avait pour paiement des autres un bon repas à la fin de la journée. Même la construction de nos maisons se passait comme ça. Tous les hommes venaient en une journée et travaillaient pendant 2 jours, 3 jours, et votre maison était terminée. Et vous n'aviez pour retour que de leur offrir un bon repas. Et puis, notre bon vin de Parme. Ça leur suffisait largement. Et cette solidarité-là, on ne la trouve pas ailleurs. C'est pour ça que nous appelons ces valeurs les valeurs africaines. On peut inventorier à l'infini. Voilà. Donc, nous avons Husserl.
Husserl, qui est le fils de Ptah, hein, qui est venu nous apporter l'amour. Hein. L'amour, cet amour-là, ce n'est pas la même chose ailleurs. Il ne savait pas faire du mal à quelqu'un. Il ne pensait que du bien de tout le monde. Et l'objet de sa naissance parmi nous était de nous aider à ne pas périr tous dans le grand cataclysme. Ce grand cataclysme qui était le grand tsunami que le monde a connu il y a 14 000 ans environ. Donc, ce messager de l'amour, de la vie, et qui est même devenu notre Dieu de la végétation. Parce que chaque mangue que vous sucez, que vous jetez, le noyau va mourir et le noyau va repousser. Et ce qui va repousser là vous redonne un manguier comme celui que vous aviez connu auparavant. C'est-à-dire la vie renaît. C'est ça Osiris, c'est ça notre Christ, hein, qui nous a montré cet amour, que la vie est éternelle. Hein. La vie est éternelle, elle ne s'arrête jamais. Donc voilà, vous dites on peut aller à l'infini, mais vous avez retenu la religiosité, la justice, la vérité, la solidarité, l'amour. Bon, il y en a encore, Oh, c'est illimité. Hein. Tout ce qui contribue vers le bien, vers l'amour du prochain, fait partie des valeurs fondamentales africaines que nous cherchons à exhumer. Parce que notre société est devenue désorganisée. Elle vit dans la décrépitude. Et nous avons besoin que cette société se reconstitue, retrouve une vie, une vitalité, et que nous regardions vers la lumière et non pas vers les ténèbres. Donc ce sont des valeurs et on invite les Africains à aller vers ces valeurs-là, à les vivre, à avoir ces valeurs. Voilà. Mais alors, professeur Massonsa, quand on entend ça, on se dit... les Africains sont comme des dieux, ils n'ont pas de défauts. Pourtant, ces Africains ont des défauts. Est-ce qu'il y a des défauts qu'on reconnaît aux Africains? Oui, avant de parler de défauts, il faut comprendre que chaque vie est organisée et évolue selon des cycles. Et il y a des cycles pendant lesquels, comme le professeur Ntoto l'a dit, à un certain moment, pendant des millénaires, les Africains ont vécu dans la marde, c'est-à-dire dans la vérité-justice. La vérité-justice, c'est l'expression de l'amour. Il n'y a pas d'amour qui ne puisse être justifié par la vérité et la justice. Alors, à un moment donné également, du cycle, qui est le cycle de ténèbres, si vous voulez, pour m'exprimer plus facilement, qu'on appelle le cycle du fer. Le cycle du fer, les Africains se sont détournés de leur spiritualité. C'est ça le grand défaut. Se tourner de leur Nzambiampungu, de leur Maweja, de leur Nzakomba, de leur Nyambe, de leur Maweja. Ils se sont détournés d'eux pour embrasser les autres dieux, les dieux des autres, les expressions divines des autres. C'est ça le grand défaut qui a fait que l'Africain aujourd'hui, non seulement s'est détourné de sa spiritualité, que vous avez appelée la religiosité, mais également il s'est détourné de lui-même. Lui-même, c'est-à-dire de ses ancêtres. Parce que les ancêtres vivent en nous et nous vivons dans nos ancêtres éternellement. Le sang que nous portons, c'est le sang qui est venu des générations en génération. Et nous avons hérité ce sang-là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Les Africains vivent sur la base des symboles. Je prends un exemple. Si je prends la grenadine, la bouteille de grenadine, je suis dans une église, je dis, ça c'est le sang de Jésus-Christ. Nous y croyons. Nous croyons effectivement que la grenadine, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais si vous lui dites, vous Africains, le sang qui coule dans vos veines, c'est le sang de vos ancêtres, il va douter. Il va dire non. Donc, il refuse la réalité, mais accepte le symbole. Alors, c'est un peu ça qui est cette sorte d'ignorance dans laquelle l'Africain est tombé. Aujourd'hui, le grand défaut de l'Africain, c'est la peur et l'ignorance. Je pense que c'est ça qui marque la décrépitude, la descente aux enfers des Africains et du pays des Africains.
Bon, vous dites la peur, l'ignorance. Je ne sais pas si là aussi on pourrait allonger la liste, parce que moi j'aurais ajouté la naïveté des Africains, l'exhibitionnisme, l'obscurantisme. L'obscurantisme. Donc là aussi on peut allonger la liste et demander aux Africains de changer. Professeur Ntoto, dans votre exposé que vous avez fait un exposé sur la sagesse peut-elle contribuer à la libération des Batous. Et là, la question que je voulais vous poser, comment forger une conscience historique pour la libération de l'Afrique? C'est difficile et facile à la fois. Parce que nous avons pensé à cette valeur fondamentale qu'est la sagesse. Cette valeur fondamentale qu'est la sagesse, je vous ai dit, la sagesse est une valeur fondamentale qui sort d'un cerveau mystérieux. Un cerveau dont on ne sait pas où il est situé, mais il nous envoie des rayons de lumière qui pénètrent nos crânes. En sorte que quand vous voyez le vieil homme qui passe, comme moi, comme le professeur Massonsa, alors on se demande comment la sagesse a fait pour pénétrer dans son crâne, parce qu'on ne voit que le crâne. Et lorsqu'il va s'exprimer, les paroles qui se dégagent de lui traduisent effectivement cette sagesse. Or, l'homme sage est celui qui devient comme un modèle que tout le monde essaye d'imiter, parce qu'il a à la fois l'amour du prochain, il a le sens de la vérité, il a le sens de la justice, il a le sens de la tolérance, c'est-à-dire il incarne à lui toute une école, tout un enseignement de la vie. Il est la vie, il est tout, une totalité. Donc, plus il y aura des gens dans la société africaine qui vont essayer de suivre le chemin de la sagesse, nécessairement, leur rayonnement permettra à ce que l'ensemble du pays des Batous devienne un pays rayonnant, un pays libre. Parce que j'ai dit dans cet exposé que le sage est quelqu'un qu'on ne peut pas ligoter, qu'on ne peut pas attacher, on ne peut pas l'enfermer quelque part. Il est comme une lumière, et cette lumière-là, personne ne peut se l'approprier. C'est comme on disait autrefois dans l'Égypte antique, personne ne peut fixer Ra sans être ébloui, sans que ses yeux soient brûlés. Donc, le sage est le symbole de Ra. C'est lui qui rayonne, c'est lui qui brille, qui voit tout, qui comprend les manifestations divines et peut les transmettre à son environnement. Que voilà, ce que vous voyez ici, c'est le Créateur qui vient de se manifester. Voici ce qu'il nous dit. Voici le chemin qui nous indique à suivre. Donc, le pays a besoin d'avoir un certain nombre d'hommes et de femmes sages. Et à partir de là, ce pays est certain qu'il pourra suivre la voie de la lumière, d'où se libérer. Mais comment on devient sage? Parce que quand on lit certains textes, Salomon, lui, il avait demandé à Dieu. Dieu lui a demandé, est-ce que vous voulez la richesse? Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez? Non, Salomon a demandé la sagesse. La sagesse. Bon, alors, mais maintenant, nous, les Africains, comment peut-on devenir sage? Le chemin de la sagesse est pratiquement parfois inné. Un enfant qui naît, les anciens avaient des méthodes, voire même des techniques par lesquelles ils pouvaient identifier en cet enfant un futur sage. Ils savaient déjà quel est l'itinéraire qu'il va suivre. Et on le recevait avec certains rites particuliers. Je prends l'exemple. Quand notre père Ouser, que les Grecs ont appelé Osiris, est né, tout un rituel avait été mis à sa disposition pour canaliser son chemin. Pour canaliser son chemin. Et tout ce qu'il a pu faire sur la terre ne pouvait être que l'exemple de la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous a laissé comme les voies qui conduisent vers la sagesse? C'est ce que nous appelons vulgairement les écoles des mystères. Les écoles des mystères qui existaient à la Haute-Égypte, dans l'Égypte pharaonique, dans des temples où les enfants comme les Herba, Kouachis et autres allaient étudier la connaissance.
Donc, au fur et à mesure que vous étudiez la connaissance, vous accédez petit à petit vers la sagesse. Et ce sont ces types d'enfants qu'on appelle ici en RDC les véritables Muntu. Hein? Et lorsqu'il arrive à l'âge que nous sommes, je ne sais pas si nous sommes parvenus à cela, parce que ce n'est pas à nous de juger, ni de dire quoi que ce soit, c'est aux autres de regarder et de savoir que cet homme est devenu un Kimuntu. Donc, ce qui veut dire que le chemin de la sagesse, le chemin qui conduit vers la sagesse, commence par l'initiation. Hein? Le Mungongé, la circoncision, tous ces éléments-là, et on est dedans, on vit dedans. Hein? On vit avec ces valeurs qu'on t'inculque dans le chemin de l'initiation. Hein? Et on ne sort pas de là. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on comprend la vie dans sa totalité, c'est-à-dire dans ses dimensions, à la fois visibles et invisibles. Et lorsque vous arrivez au stade de Kimuntu, il n'y a plus de barrière de ce qu'on peut appeler le visible ou l'invisible. Donc, vous vivez dans la vie totale. La vie, pour vous, est une totalité, quelque chose d'holistique, que vous ne pouvez plus séparer. Et en ce moment-là, votre entrée dans l'éternité est préparée d'avance. Vous n'avez plus aucune crainte. La mort ne vous dit plus rien. Puisque vous vivez avec eux tous les jours, vous vivez aussi avec les autres tous les jours, vous êtes dans tous les univers. Donc vous êtes parvenu à ce qu'on peut appeler la lumière, qui ne cache plus rien. Voilà le chemin qui conduit à la sagesse. À la sagesse. Bon, alors vous avez parlé des écoles de mystère. Je pense que ces écoles de mystère sont plutôt les écoles de sagesse, oui, ou des écoles initiatiques. Professeur Massonsa, est-ce que ces, oui, écoles sont ouvertes à tous? Autrefois, oui. Autrefois, ces écoles étaient ouvertes à tous. Aucun enfant, aucune fille, aucun garçon ne pouvait naître et grandir sans avoir été dans cette école, que nous appelons école vie des ancêtres. C'est dans cette école qu'on apprenait la science, la religiosité, donc la spiritualité. D'autant plus que dans nos recherches, nous avons découvert qu'en Afrique, la science n'est pas indépendante de la spiritualité. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prétendre être scientifique en Afrique sans être en même temps initié à la spiritualité de votre communauté. Et donc, ces écoles étaient ouvertes. Mais voilà que l'arrivée, je dirais même depuis moins 525 avant Jésus-Christ, donc Cambyse est venu tout détruire. C'est un Perse qui s'est fait pharaon à l'époque. Il est venu brûler ce que vous entendez, la bibliothèque d'Alexandrie qui avait été brûlée par ce fou de pharaon perse qu'on appelle aujourd'hui des Iraniens. Eh bien, à partir de ce moment-là, la destruction des écoles africaines, des écoles initiatiques avait commencé. Et donc, à l'arrivée des Arabes au IXe siècle, entre 7e et 9e siècle, ici en Afrique, a contribué également à la destruction de ces écoles. Et enfin, à partir du 15e siècle, le siècle pour les Européens, siècle de lumière, pour les Africains, siècle des ténèbres. Et alors, pendant ce siècle de ténèbres, de terrorisme, eh bien, l'esclavage a été vraiment le moment consacré pour la destruction totale. Donc la dispersion, des jeunes qui étaient initiés pour prendre la relève, comme le professeur Nto l'a dit tout à l'heure, à savoir que vous connaissez l'histoire de Bouddha. Un enfant Bouddha, chez les Asiatiques, quand il naît, on sait que c'est un Bouddha. Et on l'entoure des soins et des rites pour qu'il devienne plus tard un véritable Bouddha. Donc c'est la même chose qui se faisait en Afrique, qui se fait pour ceux qui deviennent des véritables sages. Un sage, les sages constituent cette catégorie minoritaire des personnes dans une culture, dans un pays, dans une contrée, qui sont en fait les continuateurs des valeurs fondamentales de leur société. Ce sont les garants de la continuité de leurs valeurs. L'Afrique en a. Mais aujourd'hui,
avec la colonisation, nous sommes arrivés à quoi? À la dispersion totale. La colonisation, au lieu de pratiquer l'esclavage de déportation, a institutionnalisé l'esclavage dans nos territoires, dans notre pays. C'est ce que vous appelez, depuis 1885, la colonisation. Et cette colonisation n'a pas accepté qu'il y ait autre école que l'école des Blancs. Alors à partir de ce moment-là, les écoles africaines qui étaient ouvertes à tous les enfants devenaient des écoles réservées à une petite minorité d'enfants dont les parents étaient capables de cacher cette connaissance africaine. D'où notre savoir est devenu récessif et le savoir étranger est devenu dominant. Alors, ce sont les écoles chrétiennes, les écoles musulmanes, les écoles d'obédience maçonnique ou rosicrucienne, ou Maïkaré, ou Kankar, qui ont pris le dessus sur les écoles africaines. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, ces écoles peuvent revenir à la surface? J'ai dit oui. Oui, pourquoi? Parce que la conscience historique dont vous animez ici l'émission, cette conscience historique a pour objet de faire voir aux jeunes Africains que celui qui ne possède pas la maîtrise de son environnement ne saurait jamais permettre le rayonnement que vous appelez souvent le développement. Pour nous, c'est la maîtrise de l'environnement et le rayonnement de cet environnement. Et l'Afrique ne peut rayonner que si nous retournons à nos propres valeurs, si nous les maîtrisons, ensuite nous permettrons à nos jeunes de pouvoir prendre ce qui est bon dans les autres expressions culturelles pour intégrer dans notre propre culture. N'oubliez pas que l'Égypte, c'est-à-dire At-Kapta, étant à la base de toutes les cultures, des civilisations que nous connaissons aujourd'hui, nous avons le devoir de retrouver les expressions de notre culture qui se trouvent en Asie, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et même éparpillées à l'intérieur même de l'Afrique pour que toutes ces cultures retrouvent leur unité. Merci, professeur Massonsa. Je reviens au professeur Ntonto. Vous écrivez que l'homme continue à subsister après avoir atteint le havre de la mort et ses actions sont à côté de lui en un tas. Est-ce que vous croyez dans la métempsychose? C'est une réalité, il est bien vrai qu'elle n'est pas démontrable comme une équation mathématique. Mais celui qui vit le chemin de la sagesse a la possibilité de vérifier cette vérité. Toutefois, lorsqu'il aura vérifié cela, alors il lui sera difficile d'aller dire aux gens, j'ai vérifié, j'ai vu que cela est vrai, sans mensonge, très véritable. C'est là où se trouve la difficulté, parce que le principe du Sphinx te disait, il faut savoir oser. Il faut savoir oser, et lorsque tu as osé, que tu as vu, il faut se taire. On te met le doigt sur la bouche, parce que ce que tu auras vu, il n'y a que toi qui as vu, qui as vérifié. Bon, mais quand tu reviens vers les autres pour leur dire, cette affaire-là est vraie, sans mensonge, très véritable, l'autre va vouloir que vous lui fassiez la démonstration par A plus B sur la table, ce qui n'est pas... Et ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire cette démonstration. Toutefois, il y a un moyen, c'est de vivre soi-même son expérience. Parce que notre père Osiris nous a enseigné que la vie est expérience. La vie est expérience. Donc, il faut systématiquement vivre son expérience. Et c'est par l'accumulation, la capitalisation de vos expériences que vous allez arriver au bout de la ligne et dire, maintenant, je sais que ceci est vrai, sans mensonge, très véritable. Donc, vous arrivez donc au stade d'un véritable sage. Bon, voilà, cette question, je voulais la destiner au professeur Ntonto, mais oui, je crois que peut-être que le professeur Massonsa peut y répondre. Dans l'exposé du professeur Ntonto, il reprend une leçon politique, je pense peut-être de l'Égypte pharaonique,
qui dit ceci: « N'inspire pas de crainte chez les hommes, car Amon Remta te combattra. » Voilà. Je pense que j'ai bien repris la citation. Oui, oui. Alors, je me dis ceci: Machiavel, au XVe siècle, donne notre conseil au prince: il vaut mieux être craint qu'être aimé. Et actuellement, on voit que les gens préfèrent Machiavel à cette leçon de l'Égypte ancienne. Qu'est-ce que vous pouvez dire, professeur Massonsa? Merci pour la question, parce que vous nous permettez d'entrer dans la véritable spiritualité africaine. Sachez que en Égypte pharaonique, il y avait ce qu'on appelle la confession négative. La confession négative était la manière dont chaque personne s'adressait à la Maat, donc à la divinité, la déesse de vérité et de justice, pour lui dire: je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas tué, je n'ai pas ordonné de meurtre, je n'ai pas provoqué de maladie parmi les hommes, je n'ai pas trop usé de paroles, parce que user trop de paroles, c'est pécher contre l'esprit. Donc, c'est cette confession négative. Alors, celui qui est riche, par exemple, ou qui est patron, doit se soucier d'abord de mettre la joie dans le cœur de ses serviteurs. C'est lui qui dirige un pays. Vous êtes président de la République d'un pays. Vous êtes gouverneur de province. Vous êtes ministre. Vous êtes directeur. Vous êtes professeur. Vous êtes ceci, cela. La première règle, c'est de mettre la joie dans le cœur de vos sujets. Et si les gens n'ont pas la joie, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent rien faire. Ici, vous l'avez appelé le social. Au Congo, vous avez appelé ça le social. Mais le social, c'est quoi? C'est mettre la joie dans le cœur de la population. Et si la population n'est pas dans la joie, attendez-vous à ce que cette population ne soit pas contente. Alors, en Égypte pharaonique, chaque propriétaire, chaque chef devait confesser. Dire à la Maat: mettez mon cœur sur le plateau de la balance, vous trouverez que je n'ai pas fait ceci. Et donc, comme je ne l'ai pas fait, je suis pur. Je suis pur, je suis pur, je suis pur. Voilà comment la religion, la spiritualité, pas la religion, la spiritualité africaine, depuis l'époque pharaonique, travaillait. Alors, quand les chrétiens sont arrivés, ils nous ont dit: non, 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 il faut aller voir un prêtre. Prêtez l'oreille, vous lui dites ce que vous avez commis comme erreur, mais lui ne vous dira jamais ce que lui a commis comme erreur. Lui va dire à quelqu'un d'autre. Non, la pédophilie, il n'a jamais dit. C'est maintenant qu'on sait que les prêtres pratiquaient la pédophilie. Pas tous les prêtres. Ah, écoutez... Pas tous les prêtres. Aujourd'hui, on le sait. Ne généralisons pas. Hein? Aujourd'hui, on sait que dans l'église, à Rome, on a tué le pape Jean-Paul Ier. On l'a empoisonné. Tout le monde le sait. On sait qu'à Rome, il y a eu des corrompus, des prêtres corrompus, corrupteurs, voleurs, escrocs de l'argent du Vatican. Tout le monde le sait maintenant. Mais d'abord, avant c'était, comme disait Nto, il faut fermer la bouche. Alors, en Égypte, vous ne pouvez pas diriger, et donc dans l'Afrique profonde, vous ne pouvez pas diriger les hommes sans que vous rendiez compte à la Maat, à votre propre conscience. C'est pour cette raison que la culture africaine, aujourd'hui, doit permettre d'éveiller la conscience des Africains. Et lorsque vous dirigez, lorsque vous êtes professeur, le premier souci, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'accumulation de richesses. Le premier souci, c'est d'assurer à votre population le bien-être, le rayonnement de votre pays. Et c'est ça qui est important. C'est ce que nous appelons mettre la joie dans le cœur des gens. Voilà à peu près la réponse que nous pouvons donner à cette question. Merci, professeur Massonsa. Je reviens à professeur Ntoto. Vous avez été très émouvant lorsque vous avez fait votre conférence en parlant d'une mère Afrique qui était éplorée. Vous nous avez même montré une image que tout le monde s'est demandé d'où venait cette image. La mère Afrique est éplorée parce que ses enfants ont abandonné la maison.
ces enfants sont allés adhérer à des spiritualités étrangères dont le professeur Massonsa a parlé. Mais donc, si ces enfants africains sont allés s'intéresser à la spiritualité étrangère, c'est sans doute parce que la spiritualité africaine, à un certain moment donné, a fait peur. Ou ce qu'on en dit fait peur. On dit que si vous entrez là-dedans, vous vous exposez à la folie. Si vous entrez là-dedans, vous êtes obligé de faire des sacrifices humains. Vous devez sacrifier, par exemple, votre fils aîné, comme Abraham a été sommé de sacrifier son fils. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, professeur Ntoto, est-ce que vous ne pensez pas, professeur Ntoto, est-ce que vous ne pensez pas que, donc voilà, cette mère éplorée, qui pleure que ses enfants ont abandonné la maison Afrique et sont allés ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, le fait de dire « si je me lance là-dedans, je vais devenir fou » ou « si je me lance là-dedans, on va me demander des sacrifices humains, d'être cher », est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui fait qu'on va ailleurs, dans d'autres maisons? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Mais je voudrais d'abord apporter un complément à la question précédente. C'est-à-dire, on a diabolisé le pharaon, c'est-à-dire l'aîné des aînés. On l'appelait Père Aha, celui qui était le porte-parole des autres aînés. Donc, le terme pharaon est une déformation. Et quand on regarde même les chefferies en Afrique, le chef est toujours entouré d'un certain nombre de notables. Et lorsqu'il y a un problème sérieux qui se pose, ce sont ces notables qui sont chargés de chercher les solutions pour ce problème. Et le chef reçoit en tant que coordonnateur, en tant qu'aîné parmi les aînés, la solution et c'est lui qui va annoncer cette solution au peuple. Donc, il n'était qu'un porte-parole. C'est un gouvernement collégial. Et ce gouvernement collégial, c'est ce que j'ai appelé dans mon exposé un gouvernement synarchique. Bon. Ce gouvernement était à la fois théocratique parce qu'il dépendait de la volonté des ancêtres, de la volonté du Créateur. Tout venait du Créateur à travers les ancêtres et le chef était là pour faire exécuter la volonté divine. Entouré de ces notables. Donc, on avait donc un gouvernement à la fois théocratique et synarchique. Bon. Maintenant, ce pharaon, il passait toute son existence pour essayer de répondre à cette confession négative. Parce que le jour où on devait l'inhumer, le grand prêtre, le prophète d'Amon, devait réciter cette confession négative. Est-ce que le pharaon n'a pas commis de meurtre? Est-ce que le pharaon n'a pas empêché les enfants de manger? Est-ce que le pharaon n'a pas fait ceci, n'a pas fait ceci? Et la réaction du public était là comme juge. Si on dit que le pharaon n'a pas pris la femme d'autrui, alors la foule criait. Hein? Elle murmurait. Donc. Elle murmurait, c'est-à-dire que ce n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Donc, quand on disait qu'il n'a pas fait ceci, la foule réagissait comme nous savons réagir dans notre société africaine. On fait hein? Bon, les gens poussent des cris bizarres, alors le pharaon était malheureux. Comme nous disons qu'en Afrique, on ne meurt pas. Ça veut dire que son esprit est là en train de subir le jugement qui est en train de se faire sur lui, là sur le champ. Donc tous les pharaons avaient peur de ce jugement, hein, de ce jugement-là. Il souhaitait que son cœur soit aussi léger que la plume au moment de la pesée de son âme sur la balance d'Osiris. Donc le pharaon n'était pas quelqu'un de diabolique comme on a voulu le faire. Et dans les églises jusqu'aujourd'hui, nos propres frères noirs continuent de prêcher cela. Hein? Qu'est-ce qu'ils savent de la vie du pharaon? Voilà ce que je tenais à apporter encore comme complément. Hein? Maintenant, la question qui est posée, j'ai essayé d'expliciter hier. Lorsque nous avons subi des assauts de toutes sortes, le professeur Massonsa a rappelé à l'instant l'arrivée de Cambyse en Égypte en 525, où on a traumatisé nos prêtres, nos filles étaient déchirées comme des poulets comme ça, vivants, bon, parce que le pays subissait une période sombre de décadence, de non-respect des principes de la maths,
alors l'agresseur pouvait venir et prendre tout le monde facilement en otage, comme la colonisation nous a pris. Hein? On peut se demander comment une petite poignée d'Européens a pu dompter tout un continent qui est 3 fois, 4 fois, 5 fois plus grand que le continent européen. Donc, on se pose bien cette question-là. Donc, c'est à cause des divisions internes, à cause du manque d'amour entre prochains. Nous avons été affaiblis et les autres nous ont écrasés. Bon. Donc, la mère pleure. La mère pleure pourquoi? Parce que lorsque, premièrement, je remonte encore un peu plus loin, hein, j'ai dit hier que Moïse est un Africain et le professeur Badibanga l'a confirmé dans les œuvres de Freud, Sigmund Freud, qu'il a pris soin d'étudier et de lire. Donc, ce Moïse-là est un Égyptien. Et chaque fois que les gens ont voulu affirmer que Moïse était un Égyptien, vous subissiez la mort. Il y a un prêtre qui a été tué au Cameroun. L'écrivain, même l'auteur du livre, Albert Schlossman, un fils juif qui a pris soin en 1981 de publier un ouvrage, Moïse l'Égyptien. Ben, lorsqu'il a présenté son livre à Radio France Internationale, le lendemain, le même jour, il a fait un faux pas sur les marches de l'escalier de Radio France Internationale. Il a eu le fémur cassé. Hein? Et quand on l'a amené à l'hôpital, c'était fini. Alors, on a vu la vérité surgir 2 semaines après. On a sorti un autre livre, Moïse l'Hébreu. Bon, il n'était pas difficile d'aller à Saint-Cyr ni à Polytechnique pour savoir comment Schlossman est mort subitement en hôpital pour une fracture d'un os du fémur. Bon, parce qu'il a sorti un livre, Moïse l'Égyptien. Et on a ramassé tous les livres Moïse l'Égyptien qui étaient chez Robert Laffont pour sortir un autre, Moïse l'Hébreu. Bon, pourquoi je prends cette attitude? Enfin, je remonte à cette partie de l'histoire avant d'expliquer pourquoi notre mère pleure. C'est parce que nous avions un centre spirituel qui est celui de Tanut Rapta. Et j'ai expliqué hier, Tanut Rapta signifie le lieu où Nut Ra-Epta se sont manifestés au grand jour. C'est-à-dire une transfiguration. Pourquoi? Parce que les enfants, Batu, s'étaient réconciliés. Et la réconciliation est dans la société africaine une valeur fondamentale sans laquelle rien ne peut se faire. Aucun village ne peut vivre dans le désordre, dans la désunion, dans la haine. Hein? Le jour où ils prendront soin de s'asseoir autour de Moussanda, hein, du baobab ou d'un grand arbre pour se réconcilier, nécessairement, il y a un bonheur qui descend dans le village et tout le monde retrouve la joie. Ça, c'est un principe fondamental de la société africaine et c'est une des valeurs fondamentales. Retrouver toujours la réconciliation, l'harmonie dans toutes choses. Donc, lorsque les enfants avaient trouvé dans le moyen, après près de 5000 ans d'opposition entre les descendants de Seth et les descendants de Husser, ils ont décidé de faire la paix. C'était le 24 mai 4608 avant notre ère, ce qui représente 4620 ans à la date d'aujourd'hui. Cette réconciliation ayant eu lieu, nous avons eu la bénédiction, une bénédiction qui est marquée d'une empreinte que chacun peut aller vérifier, c'est-à-dire l'apparition au grand jour de Nut, qui est la mère d'Osiris, de Ra, une composante de notre Dieu créateur, de Ptah, la troisième composante du Dieu créateur, se sont manifestés au grand jour. Amon ne pouvait pas être là puisqu'il est toujours invisible, personne ne peut le voir. Oui, mais professeur, vous dites justement qu'on peut aller vérifier. Cela me pose à vous poser une autre question. Quelles sont les sources bibliographiques qui peuvent aider celui qui veut, parce que vous avez développé beaucoup de savoir, il y a beaucoup de sciences d'un côté et de l'autre, mais celui qui veut se faire sa religion, où est-ce qu'il peut aller vérifier tout cela? Je peux vous répondre aisément, c'est que cette transfiguration, cette révélation qui s'est produite en cette date a donné naissance à la construction d'un temple. Ce temple, on l'appelle le temple de Dendera. Et je dis bien que Dendera est une déformation de Tanut Rapta, que les Arabes ont commencé en disant Tantra. Alors, quand les Arabes ont dit Tantra,
les Français sont venus déformer à leur tour en disant Dendera. Une ville existe dans la République arabe unie aujourd'hui qu'on appelle Dendera. Cette ville existe. Et le temple même dont je parle, qu'on a construit à cause de cet événement, ce temple-là existe. Celui qui peut payer son billet d'avion demain matin pour aller dans la République arabe unie, il rentrera dans ce temple et il y trouvera des choses merveilleuses. Hein? Des choses merveilleuses. Professeur, peut-être que tout le monde n'a pas l'argent pour payer le billet, voilà. Mais au moins pour les livres. Est-ce qu'il y a quelques livres je vous dirais, vous avez le livre d'Albert Strossmann, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est intitulé « Et Dieu ressuscita à Dendera ». Bon, c'est dommage. Et peut-être que le professeur Massonsa doit avoir ce livre dans sa maison. Il trouvera l'occasion de le montrer à tous les Africains ici. Et le temple de Dendera est dessiné dessus. Et pour les autres choses dont vous avez parlé, les autres connaissances là. Je peux compléter. Oui, oui. Nous avons la grande hypothèse, toujours de Schlossmann, et Dieu ressuscita à Dendera, toujours de Schlossmann. Le grand cataclysme. Le grand cataclysme de Schlossmann. Nous avons les écrits de Honnel. Ce monsieur-là, c'est un juif. C'est un juif, un chercheur. Qui a fait beaucoup de recherches jusque sur la terre d'Afrique. Oui. Voilà. Moïse l'Égyptien. Moïse l'Égyptien. Il y a une trilogie de Schlossmann qui existe. Il y a aussi Honnel qui a écrit aussi sur la vie de l'Égypte, etc. Il y a beaucoup d'auteurs sérieux que nous connaissons et nous pouvons produire ces éléments-là. Mais beaucoup plus important, c'est Cheikh Anta Diop. Tout près de nous. L'Africain qui a su exhumer toutes ces connaissances-là, c'est Cheikh Anta Diop. À la suite de Cheikh Anta Diop, vous avez d'autres chercheurs. Théophile Obenga. Parce qu'il y a Théophile Obenga, il y a le Servat. Le Servat qui, à la suite de Koto Essomé, perd son âme, qui a effectivement exhumé le côté spirituel de l'Égypte pharaonique. C'est ça vraiment le grand mérite de Koto Essomé. Et il a découvert et donné au monde ce qu'il appelait l'endocentrisme, c'est-à-dire la vision africaine du monde. Professeur Massonsa, nous allons bientôt terminer puisque la réalisation me signale que nous sommes vers la fin. Simplement pour bien atterrir, je voulais vous demander, disons, si on doit résumer un peu le credo du Servat, comment peut-on résumer le credo du Servat en quelques mots? Le Servat se donne pour mission d'exhumer le passé à la fois spirituel, scientifique, de l'Afrique qui a été coupé avec tout ce que nous avons présenté comme exposé au cours de ce 3e symposium. Nous avons montré comment on nous a coupé des vieux. Nos vieux sont devenus inutiles. Alors qu'en Pateba nous rappelle que chaque fois qu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Bon, ayant été coupé de nos vieux, on nous a tourné vers les vieux de l'Europe qui ne nous connaissent pas et qui ne peuvent rien nous dire. D'ailleurs, le roi Bel, Léopold, avait demandé ça aux missionnaires. Ne perdez pas votre temps à leur faire connaître Dieu. Ils le connaissent mieux que vous. Ils l'appellent Nzambi Mpungu, Nzambi Maweja, etc., etc. Mais montrez-les des passages dans la Bible qui les montrent que le royaume de Dieu est réservé aux pauvres. Hein? Pendant qu'ils resteront dans cette pauvreté, nous allons prendre toutes les richesses. Le temps qu'ils se réveillent, ce sera trop tard. Hein? Ça, c'était dans le bréviaire du colonialisme. Disons, professeur, là, nous pourrons peut-être discuter amplement hors antenne, parce que moi, je ne suis pas d'accord. Cette lettre-là, ce n'est pas une lettre que... Ce n'est pas le discours que Léopold II a prononcé. Là, je m'inscris en faux, mais bon, c'est autre chose. Mais c'est un exemple que j'ai voulu citer. Donc, il faut donc que l'Africain retrouve ses racines. Ses racines. Nos enfants aujourd'hui ne se présentent que sous des noms européens. Or, vous savez que le nom est une énergie qui vous rattache à votre source. Quand je m'appelle Ntor, ça veut dire que je suis Ntor, fils de Ntor. Donc, Ntor signifie la terre, mon père aussi était Ntor, fils de Ntor. Donc, j'envoie une résonance. C'est comme ici, dans les Bas-Congo, Toto, c'est la terre. C'est la terre, voilà. Donc, j'envoie une résonance, une longueur d'onde dans mes racines et ils m'entendent.
Et ils peuvent se demander pourquoi notre fils nous appelle. Hein? Et ils vont m'envoyer une réponse. Mais maintenant, si je me présente sous le nom de Joseph, hein, ou de Benjamin. Non, Benjamin, j'ai rejeté ça pendant plusieurs années, mais j'ai repris ça lorsque j'ai compris que ça signifie fils d'Amon. Ah, d'accord. Voilà. Fils d'Amon. Oui, Ben Amin. Hein. J'ai compris que ça signifie fils d'Amon. Donc, je me suis retrouvé dans mon élément et j'ai repris ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune gêne de dire que je suis Benjamin. Ok, voilà. Merci professeur. Ouais. Merci professeur Massonsa, merci professeur Ntoto. Ouais. Et j'espère que nous pourrons vous avoir à nouveau, si vous revenez pour la 8e fois ici à Kinshasa. Merci. Donc en conclusion, nous pouvons dire que le CERVA nous invite à revenir à nos valeurs africaines pour les maîtriser, afin de maîtriser notre environnement. Merci chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine, à la revoyure. Mabele etika bankoko banafrika bokeba toboya bonkoko tolandi gilandalanda toteka bomoto mpona bongo bilamba na mituka tozuwa tokanga mapango basusu bakelelaka tobaluki tokomi tuna mbe bango ya